Travailleuse, travailleur. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Seb Musset. Et Louis-Marie. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à toutes et à toutes, celles et ceux, mesdames et mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Nous voici de retour pour ce 4e podcast de C'est jamais trop, pas assez. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, mon cher Seb ? Parfaitement bien, ce sera une émission sans technique. Le problème technique, c'était au sujet du bac de philo, je crois. Non, bah écoute, je dois dire qu'on a un peu galéré pour monter l'émission. Là, on a eu des petits soucis, mais on arrive, on est là, fidèle au poste. Et de quoi va-t-on parler cette semaine, Louis-Marie ? Nous allons parler d'Irlande du Nord. Moi, je vais poser la question, Mélenchon est-il un salopard antisémite ? Et nous allons parler de tatouage. Et je vais également m'interroger sur le racisme des Français. Les Français sont-ils racistes ? Réponse évidemment, bien sûr que oui, ce sont tous de gros méchants racistes. Mais on va commencer tout de suite avec notre revue de presse des fabuleuses choses qui se sont passées cette semaine dans notre beau pays de France. C'est parti. Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays ? Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi ? Dites tout de suite qu'on est deux pauvres cons. Oui, alors c'est une vidéo sur YouTube, donc je vous invite à aller la regarder, où c'est le responsable France de YouTube qui explique à l'Assemblée nationale, donc aux députés, lors d'une commission d'enquête, comment on peut, on va oser le mot, mais on va le mettre entre guillemets, censurer sans avoir besoin de passer par la justice au nom du DSA. Et donc il explique, en fait, il suffit juste d'attirer l'attention de YouTube sur une vidéo et en jouant sur les algorithmes, la vidéo va être nettement moins mise en avant. Donc pas censurée, mais renvoyée dans les oubliettes d'un site qui a des tonnes et des tonnes de vidéos. Et tout cela se fait sans passer par un juge, donc il suffit juste que l'un des honorables correspondants et tenants de la vertu républicaine signale à YouTube et au nom du DSA, on coupe. Il est plus filou que ça, en fait. C'est pas de la censure, en fait. Tu t'exprimes, c'est simplement on coupe les façons qu'on a de pouvoir t'écouter, en fait. Ça s'appelle le shadow ban. Et il n'y a pas que YouTube, hein. C'est comme ça sur quasiment toutes les plateformes numériques gratuites. C'est ça la chose intéressante, c'est qu'on a gardé la liberté d'expression, on a juste retiré la liberté d'audition. Voilà. Moi, j'en ai été victime aussi. Il y en a plein qui sont victimes. C'est-à-dire que tu te rends compte très vite que tu évolues dans un cercle, t'as beau avoir 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés, tu te rends compte qu'en fait tu n'es plus lu que par 40 ou 50 personnes. C'est pas de la censure, tu peux pas t'en rendre compte, tu peux même difficilement le quantifier. Et tu peux pas lutter contre, puisque c'est une décision, c'est pas une décision administrative. Non, c'est pas une décision. Donc, en même temps, ça, il joue sur un flou juridique. Mais est-ce que ça montre, c'est que le concept de liberté d'expression qui a été pensé bien avant les réseaux est complètement démantelé face aux réseaux. C'est vraiment pas nouveau. Moi, j'ai vu vraiment arriver ça en France en 2015-2016, je dirais, quand Macron a commencé à s'intéresser à être candidat à la présidentielle, en fait. Et c'est vraiment là, moi, en tout cas à titre personnel, que j'en ai souffert, enfin que j'en ai été victime. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs comptes qui ont été identifiés à l'époque comme très à gauche et très contestataires. Et tous ces comptes-là ont littéralement été pas censurés. Moi, j'ai jamais été, mon compte n'a jamais sauté, mais on a été blacklisté, c'est une évidence. En jouant sur les algorithmes, effectivement, on t'envoie tu n'es jamais proposé, ta vidéo n'est jamais proposée à quiconque, donc tu as le droit de t'exprimer, c'est juste que personne ne te lit. Tu sais, moi j'ai compris un truc. Une fois, j'étais à l'Assemblée nationale, à la buvette de l'Assemblée nationale, et je voyais comment... j'avais un pote qui bossait là-bas, et je voyais à la buvette, il y avait à l'époque la patronne de Facebook France qui discutait à la buvette avec des députés, quoi. Enfin bon, là je me suis dit, ok, c'est bon. Et ça, je te parle d'une époque, c'était 2011-2012. Je me dis, bon, ok, c'est bon, voilà. Le pouvoir en place a très bien, je pense, compris, en dépit du fait, alors j'ai une autre nouvelle à ce sujet, en dépit du fait qu'ils y comprennent pas grand-chose, mais ils ont compris que c'est par un changement d'algorithme que les gilets jaunes se sont retrouvés sur Facebook et que ça a eu un impact bien plus grand que ce que cela aurait dû être. Mais alors, j'enchaîne parce que j'ai une autre nouvelle, c'est toujours sur YouTube, alors... Et on est toujours dans la technologie. C'est l'audition d'Agnès Buzyn
toujours à l'Assemblée, Agnès, et on lui demande de justifier, qu'est-ce qui justifie le choix de Microsoft pour la gestion des données de santé des Français. Alors, c'est complètement lunaire. Elle dit qu'elle n'y connaît rien, qu'elle n'y comprend rien, et elle lit le communiqué de son cabinet auquel elle ne comprend strictement rien. Et alors, elle enchaîne les acronymes dont personne ne connaît la définition. Et ça passe, parce qu'en fait les députés n'y comprennent rien non plus. Ce qu'il y a derrière, et c'est peut-être ça ce sur quoi je vais un petit peu m'appesantir, c'est qu'en fait on a donné à Microsoft l'accès aux bases de données de la sécurité sociale, aux santé. Or en France on a effectivement, bon an mal an, un système très centralisé. Et les bases de données de la Sécu sont magnifiques. C'est quelque chose, certainement, la plus grosse base de données médicale que l'on ait au monde. Et, si vous connaissez un peu les États-Unis, vous savez que là-bas, c'est complètement éclaté, il n'y a absolument rien. Donc, en fait, on a donné à Microsoft les moyens d'entraîner son IA. Parce qu'une IA, une fois qu'on a codé, ce qui est relativement simple, entre guillemets, il faut l'entraîner. Et pour l'entraîner, il faut des bases de données énormes. Or, quelle meilleure base de données que celle de la Sécu ? Il n'y en a pas. Donc, en fait, Microsoft a mis la main pour entraîner son IA médicale, qu'elle va nous revendre très très cher. Et c'est dire à quel point ces gens, sont d'une incompétence et d'une bêtise crasse, et deux, n'hésitent absolument pas, ne se posent jamais la question de « ne suis-je pas en train de vendre mon pays ?» C'est le même mec c'est la même bande qui te parle de souveraineté, de choose friends et souveraineté numérique, alors que bon, les mecs n'ont de cesse que de vendre les intérêts français à la découpe à des lobbies étrangers. C'est hallucinant. Mais bon, comme tu dis, il y a vraiment un mélange d'incompétence, c'est sûr, mais c'est pas que de l'incompétence à ce stade-là. Non, je crois qu'il faut partir du principe, c'est en tout cas moi ce que je fais, que de se dire, ces gens nous haïssent. Ils ne veulent pas du bien, c'est clair. Voilà. Ils dirigent le pays, ils dirigent un pays peuplé de personnes qu'ils haïssent. Je ne pense pas qu'ils nous haïssent, je pense qu'ils nous méprisent, je pense qu'ils se sentent supérieurs, et je pense qu'on représente une menace. Et ça, ils ne le perdent jamais. Autant nous, on n'a pas conscience de notre pouvoir, autant eux, ils ont conscience qu'on est une menace. Et le problème, justement, c'est que notre docilité et notre naïveté populaire, qui est sans commune mesure avec leur... Voire notre gentillesse. On est gentil, oui, on est complètement docile. Et quand tu dis qu'elle est incompétente, qu'elle y connaît rien, qu'elle y défiche au nom d'intérêt de groupe, bon, là tu parles de Microsoft, mais enfin en gros c'est ce qu'elle a fait pour le Covid. Oui. Bon, on a suivi, je veux dire, ça a marché, il n'y a pas que, pour qu'il y ait des cyniques, il n'y a pas que des cyniques d'un côté, il y a aussi des gens manipulables de l'autre. J'aurais d'ailleurs une nouvelle qui va dans ce sens-là, on va en reparler. À toi. Alors, Quelle nouvelle ? Attends, Appelle la police, Chloé. Oui, tu appelles le 17. Le 17, Chloé. Voilà, c'est le quotidien de nos rues parisiennes. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de cet événement. C'est donc, j'en avais parlé dans une précédente émission, la tentative d'enlèvement sur la fille d'un leader de la crypto-monnaie. Même pas d'un leader, c'est juste quelqu'un qui a fait un peu d'argent avec les cryptos. Et bien figure-toi qu'alors que nous enregistrions le 3e épisode de Jamais trop pas assez jeudi dernier, eh bien la justice nous a écoutés, parce qu'on se plaignait du manque de fermeté et du laxisme. Eh bien ils nous ont écoutés et ils ont décidé que c'était pas la peine de juger puisqu'on n'appliquait jamais les peines, donc autant remettre en liberté tout de suite sans procès. Et c'est ce qu'on apprend dans le Parisien. On apprend dans le Parisien donc que la Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi dernier que la compétence pour les mineurs du magistrat du parquet ayant requis la détention de l'adolescent de 17 ans n'était pas acquise. Alors je parle d'un adolescent qui est donc impliqué dans cette affaire de tentative d'enlèvement et dans d'autres affaires. Donc l'adolescent est donc de nouveau en liberté dans les rues de la ville. Et vous êtes prié de ne pas stigmatiser cet individu afin de ne pas brusquer ce présumé coupable, pourtant filmé dans ses méfaits sous 17 angles de smartphone différents. Voilà, je te laisse tes conclusions. De toute façon, moi, la crypto, je suis contre. On peut saluer quand même l'esprit d'initiative de ce jeune homme qui décide d'investir. Et puis une justice qui rentre dans le processus, dans le grand effort souhaité par François Bayrou pour réduire les dépenses publiques, quitte à ne rien juger, autant ne pas engorger les tribunaux. Ceci dit, j'ai envie de dire, on pourrait se dispenser aussi de verser un salaire aux juges. On pourrait aussi se dispenser d'enseigner aux enfants, puisque là, c'est à Lyon, le bac se termine. On en connaît quelques petits jeunes là qui ont
ont pris chaud dans un magnifique lycée 3e République parisien. Oui, on pourrait même se passer de leur apprendre, de leur inculquer quoi que ce soit, se dire... Il y a une vision très rousseauiste de la gauche. Hein, c'est du Rousseau mal compris. C'est l'homme à l'état de nature est bon. Qu'as-tu comme autre nouvelle que tu as repéré dans l'actualité, mon cher Louis-Marie ? Alors, j'ai un tweet qui est pas mal. Je veux juste en parler un petit peu. C'est puisque nous sommes le 19 juin et qu'hier c'était le 18. Là jusqu'à présent les soustractions tu maîtrises. Et que le 18 juin, tout le monde sait, c'est notre cher bon vieux général qui a appelé la France libre à le rejoindre pour continuer le combat. Et on imagine que un appel du 18 juin actuel par un Charles de Gaulle qui ne serait pas plein de masculinité toxique. Alors voilà, c'est Samuel Fitoussi sur Twitter qui réécrit, j'en lis quelques extraits qui dit voilà, le général de Gaulle s'adresserait à nous en ces termes-là, d'après Samuel Fitoussi. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons été submergés par la force ennemie, mais rien n'est perdu tant que brûle encore la flamme du vivre ensemble dans le cœur de celles et ceux qui croient à la paix. J'appelle chacun et chacune à me rejoindre à Londres pour résister dans le respect des valeurs républicaines, sans naïveté, mais sans déroger aux exigences de dignité qui sont les nôtres. Alors, et ça continue, comme ça, donc on imagine, alors attendez, voilà, n'oublions jamais, chères républicaines, chers républicains, que les Allemands sont les premières victimes du nazisme. L'invasion de notre pays, certes embêtante, ne doit pas nous conduire à commettre des amalgames et à verser dans le rejet de l'autre. Stigmatiser nos voisins d'outre-Rhin, ce serait faire exactement ce que Hitler attend de nous. Le repli sur soi n'est jamais la solution. Attaquons-nous aux causes profondes de l'agressivité nazie. Le racisme anti-allemand systémique, l'humiliation du traité de Versailles, les discours inacceptables de ceux qui estiment que le nazisme n'est pas compatible avec la République. Derrière chaque membre de la Gestapo, il y a un être sensible qui a tendu la main sans qu'on la lui saisisse. Voilà, et je vous laisse découvrir le tout. Ça donnerait ça, un Charles de Gaulle déconstruit. À propos de déconstruit, des woke blancs, des gouers comme on dit, qui crient « Allah Akbar » et se font défoncer la gueule par la police égyptienne, alors qu'ils étaient sur leur chemin pour libérer la Palestine. Je sais que tu as rêvé d'entendre ce son, Louis-Marie, eh bien c'est pour toi. Au revoir. Alors, bon, je coupe, donc c'est assez cocasse. Hein. Donc je voulais en faire une chronique. La méconnaissance de la géopolitique de cet endroit. Je voulais faire une chronique, puis je me suis rendu compte, moi qui n'écoute jamais France Inter, que Sophia Aram en avait fait une excellente, mais vraiment très très bonne chronique, qui parle de strip colonial façon Tintin au Congo, qui se heurte à l'autochtone égyptien, quoi. Et mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que là-dessus, Abou Émeric Caron n'est pas content et porte plainte contre Sophia Aram. On se demande bien pourquoi. À gauche, on veut la liberté d'expression et la justice, mais on la veut pour soi, juste pour soi. Donc, au-delà de ça, la chronique de Sophia Aram a eu lieu sur France Inter, et ça, c'est assez rare pour le noter. C'est un vrai acte de courage, bien plus que celui de Rima Hassan, en fait, parce que ça va peut-être coûter son salaire à Sophia Aram. Si tu vois que Freud parlait de l'envie de pénis, et Muret a dit, mais c'est l'envie de pénal, en fait. La gauche, elle veut du pénal. Alors moi, j'en ai une petite, puisqu'on parlait de déconstruction, aujourd'hui, ça doit être le thème. La Courneuve va raser sa dernière grande barre, dite des 4000, tu sais, la cité des 4000, c'est fini. Donc ils vont détruire, voilà, ils vont déconstruire les cités. Déconstruisons les cités. Notez ce petit article à l'international, parce on sera très très franco-français. Alors sauf toi qui pars en Irlande, mais je suis parti en Angleterre. J'ai repéré un petit article du Télégraphe du 12 juin, donc en Angleterre, qui nous apprend que les EHPAD, enfin la version anglaise des EHPAD, se verront leur budget du NHS. Alors c'est l'équivalent de la sécurité sociale anglaise. Ils verront ces budgets coupés s'ils refusent l'aide active à l'euthanasie à leurs patients. Alors ça fait suite tout ça à un mouvement de médecins anglais qui ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette mort sur ordonnance. Alors c'est un petit jeu de mots pour ceux qui sont cinéphiles. Mais moi... Ce serait pas un certain Alfred Non ? Ah non, je pense à Mort aux trousses. Pardon, non, moi je suis absolument pas un cinéphile, je parle tout le temps de cinéma, mais j'y connais rien. On va faire une aparté. 7 morts sur ordonnance, c'est un film de Jacques Rouffio avec Michel Piccoli et Gérard Depardieu. D'accord. Très très bon film, un polar, mais ça n'a aucun rapport avec... Enfin, il y a un vague rapport avec la médecine, mais bon, voilà, c'était pour l'anecdote. C'est une ordonnance du juge. Tout ça pour dire que, comme en France, je rappelle que l'Angleterre a été confinée encore plus longtemps que la France, et je rappelle pour quel motif, protéger les plus fragiles, les plus anciens de la mort. Voilà, faudrait quand même pas trop voir à se foutre de notre gueule, quoi.
On enchaîne. Tu veux, alors moi je vais toujours, puisque je te dis mon tropisme est celte aujourd'hui, vous parlez, mon cher Seb, c'est une nouvelle encore, c'est pas l'Irlande, c'est Douarnenez. Connais-tu Douarnenez? Oui, nous avons des accointances. Voilà, nous avons. Alors déjà, on salue au passage l'ami Tancred qui a passé quelques temps. Alors Douarnenez, c'est une ville qui jadis fut un grand port de pêche. La sardine était donc le poisson qui était pêché dans la baie, qui a eu plusieurs conserveries et qui a eu quelques grands mouvements ouvriers de protestation, donc qui a un héritage très ancré à gauche. Alors bien que la ville soit passée à droite au municipal il y a quelques temps déjà. Et puis la pêche, le poisson, la sardine s'est barrée, enfin ils ont tout pêché, il y a donc plus que 2 malheureux chalutiers qui restent dans le port. Et la ville a essayé de s'ouvrir. Alors c'est un petit peu aujourd'hui une sorte de réserve d'intermittents, artistes et autres punk à chiens, ce qui donne une ambiance assez sympa. Et récemment, il y a eu des supporters anglais qui sont arrivés à Douarnenez. Alors, il faut savoir qu'à Douarnenez, il y a une petite habitude et une tradition qui est la pêche dans le port le soir. Alors, tant qu'il y a une vingtaine d'habitants qui le font, ça posait pas trop de problèmes. Mais quand il y a eu 200 supporters anglais, voire plus, qui viennent et qui pêchent de manière quasi industrielle, parce que dans la baie de Douarnenez, il y a des bars, et les bars sont les prédateurs du maquereau. Donc, les maquereaux viennent se réfugier dans le port. Donc, c'est une pêche assez miraculeuse. Et là, on a affaire à une pêche quasi industrielle de la part de ces migrants. Et il s'est passé que la mairie elle a pris la seule solution qu'elle pouvait prendre. Elle a interdit la pêche à tous. D'accord. Donc il est donc interdit de pêcher dans le port de Douarnenez, de pêcher le maquereau tel que ça l'était avant, parce que des migrants sont venus. Alors là, en l'occurrence, c'est des migrants. Quand je dis c'est les vidéos et les images sont assez claires. Voilà. C'était ma nouvelle celte. Moi, je vais revenir sur cette petite chasse à l'homme de la semaine par tout l'écosystème de la gauche morale. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'une chasse à la femme. Donc, c'est le journaliste de Libération, Nicolas Massol, qui a lancé en pâture le nom d'une Française d'origine asiatique dans les colonnes de son journal qui ne sert plus à rien, donc Libération, si ce n'est à passer des messages publicitaires et politiques. Donc il s'agit de Laurenka. Laurenka, elle est photographe, je la connaissais pas, et comme nous, elle critique un peu le comportement des racailles, et elle les appelle les orques, d'après ce que j'ai compris, sans forcément leur donner l'attribution, les accoler à une origine ethnique ou sociale. Elle explique qu'on y trouve de tout, même si on peut observer sans en faire une généralité qu'il s'agit souvent de personnes issues de la diversité, enfin d'une certaine diversité. Donc évidemment, Nicolas Massol, probablement en service commandé, il y a vu du racisme, raciste, mais le fond du problème, Louis-Marie, on apprend que la photographe a surtout... déjà, elle travaille, ce qui est un drame à gauche, mais qu'en plus, la malheureuse fait des prestations en auto-entrepreneur pour le RN. Elle est racisée et elle a un boulot. Ça, c'est insupportable. Oui, parce qu'elle est d'origine asiatique aussi. Donc, c'est vraiment, elle coche toutes les cases de la détestation à gauche. Et je coupe, mais quand on parle de migrants, si tu parles d'asiatiques, les Chinois notamment, en France, tu dis, mais on ne parle pas des mêmes. Oui. Parce qu'ils viennent, ils sont relativement nombreux, ils ont leur filière. On ne peut pas dire qu'ils soient intégrés, mais alors pas du tout. Ils travaillent, ils payent des impôts, et pour en connaître quelques-uns, ils sont victimes d'un racisme qui est absolument pas admis. Alors écoute, justement, ça tombe bien, j'ai un petit extrait pour toi, parce que figure-toi, ça se passe dans le métro, je vous laisse écouter. Bon, salam alaikum, khodi awadarrak. Ahlan bikum. Ni hao. Donc en fait là c'est un mec donc un wesh en t-shirt en survêt qui tape carrément la tête d'un mec d'origine asiatique dans le métro. Le métro est super bondé, ils sont tous les uns contre les autres debout quoi. Donc voilà, c'est une vision le fameux Shintok, le Nini, enfin oui il y a plein de manières d'exprimer son racisme anti-asiatique, et surtout c'est un racisme qui peut s'exprimer à l'école, il n'y a aucun problème. C'est le racisme autorisé. Oui. C'est le racisme autorisé. Oui, tout à fait. Les Asiatiques, rappelons, les Asiatiques sont en France pour bosser. Scolairement, les gamins de la communauté asiatique sont aussi là pour bosser. C'est pas eux qu'on retrouve dans les conseils de discipline très souvent. Donc oui, voilà, c'était ma petite coupure. Je vais revenir sur Laurenka, parce que depuis cet article de Libération, donc c'est quand même c'est qui dit Libération dit reprise France Inter, tout le réseau
service public, machin, bon voilà, France Info et compagnie. Donc elle se retrouve dans ce qu'on appelle un shitstorm de malveillance de la part des Social Justice Warriors, les SJW, donc tous essentiellement de gauche, et d'une bonne palanquée d'énervés du bled fantasmés qui la menacent, qui publie son adresse, dégrade en ligne l'image de son entreprise. Enfin bon voilà, je vous passe un extrait des menaces qu'elle reçoit. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Ça va te niquer ta mère. Ouh là 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 là. La raciste de Twitter là. Aïe 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 aïe. Toi t'es foutu pour foutu. Donc on reconnaît là les bonnes techniques d'intimidation de la gauche, ça part du haut, donc Libération, Patrick Drahi, jusqu'en bas de la pyramide de Random Pastèque pro-islamiste. Il faut bien voir qu'à mesure qu'on approche de l'échéance électorale, et là il va y en avoir beaucoup parce qu'il y aura les municipales, les présidentielles et possiblement une dissolution entre-temps, ces mesures, ces intimidations vont se multiplier et s'intensifier, préparez-vous. Il va falloir faire peser la culpabilité sur les gens, il va falloir purement et simplement leur faire peur. Je rappelle pour ce que c'est la liberté d'expression pour nos amis de gauche, ça implique que toute parole divergente de la leur doit être interdite, et les divergents exprimant ses idées doivent être stigmatisés, pourchassés, et si la noblesse des idées l'impose, éventuellement éliminés. Donc soutien à cette Lorenka que je ne connais pas, mais qui a toute ma sympathie. J'avais vu passer effectivement la shitstorm dont elle est l'objet. Oui, alors c'est toujours ça. Tu as travaillé avec le RN, donc, alors en plus, si elle est à son compte, elle bosse avec qui commande. J'avais un oncle, quand il était à son compte, sa stratégie, enfin son credo, c'était on dit oui, on se démerde. Oui, non, c'est la police de la pensée, c'est vraiment un truc qui me met hors de moi, et c'est vrai que c'est un truc que je constate beaucoup plus à gauche qu'à droite en fait. Oui, ça me semble assez logique que ce soit à gauche quand tu es persuadé, quand tu es imprégné de l'idée que tu disposes de la supériorité morale. Il y a quand même cette grande arnaque de la gauche, mathématiquement elle est intéressante, c'est de te dire nous sommes supérieurs parce qu'on te propose de l'égalité. Oui, non, mais c'est voilà. Je reviendrai tout à l'heure dans ma chronique sur le racisme, parce que ils ont réussi de faire une OPA sur ce mot en fait, en le vidant de toute substance. C'est juste un mot étiquette. Mais j'y reviendrai dans ma chronique. Est-ce que tu as encore une petite brève, ou tu veux qu'on passe tout de suite? Non, ça va. On va passer une chronique. Elle passe dans les pompes à essence. La paye. On n'amène pas des saucisses quand on va à Francfort. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné. Le monde nous offre chaque semaine une occasion de nous réjouir de vivre dans un paradis de richesse et de bonheur moral sous la houlette d'une oligarchie bienveillante. Mon cher Seb, te souviens-tu quand je présentais le magnifique roman de Robert McLiam Wilson, Eureka Street, lequel se passait en Irlande du Nord, à Belfast plus exactement? Oui, tout à fait, je m'en souviens. Tu t'en souviens. Que savons-nous de cette enclave anglaise sur l'île d'Irlande? Au fond, pas grand-chose. Retenons que l'Angleterre, à tendance protestante, a occupé l'Irlande foncièrement catholique depuis la fin du XIIe jusqu'au début du XXe. Était-ce une occupation inclusive, altruiste et respectueuse des différences, un monde dans lequel colons et colonisés allaient main dans la main, le cœur gonflé par le projet de la construction d'un pays où l'on oublierait qu'il y pleut toutes les 20 minutes ? Je vous invite à voir ou revoir l'extraordinaire film de et avec Mel Gibson, Braveheart, qui relate comment les Anglais se sont comportés en Écosse. Ou bien le film Gandhi de Richard Attenborough avec Ben Kingsley, car en matière d'invasion, d'exploitation, d'asservissement, je pense aussi à la Chine en disant cela, la couronne d'Angleterre est la reine des salopes. Quand les Irlandais ont réussi à s'en débarrasser, après 8 siècles, s'appuyant sur une langue et une culture gaélique vivantes, nous étions au début de la Première Guerre mondiale. Le temps de mettre ces désaccords de côté et d'aller s'embourber dans le charnier européen, la partition est ratifiée en 1921, la partition de l'île d'Irlande. C'est long, non? Jeanne d'Arc pourrait en témoigner, les Anglais, c'est comme le paludisme, et preuve que nous sommes des sacrés fils de bâtards nous-mêmes, puisqu'on se les est cognés pendant plus d'un siècle. Même aujourd'hui, les traces qu'il laisse dans le Périgord et en Bretagne montrent que toujours il s'obstine à vivre chez les autres. Mais un petit village résistait encore et toujours au nom de l'envahisseur, l'Irlande du Nord. Alors l'Irlande du Nord, me diriez-vous, c'est le hic, un peu comme Hong Kong, c'est le bouton de fièvre que tu te découvres avant un rendez-vous avec une dame. Il restait dans cette partie de l'île un gros contingent de protestants venus d'Écosse. Mais au milieu des années 60, les Irlandais résidents, et au vu des conditions de vie que leur réservaient les Britanniques, discrimination, exclusion, inégalité, décident de se révolter.
Pacifiquement pour commencer, sur le mode mouvement pour les droits civiques, bon, ils sont un peu chez eux, mais passons. Les Anglais, quelle que soit la couleur politique des gouvernements successifs, ont encouragé volontairement cette domination des colons sur les colonisés. Et toujours dans la rubrique culture, je vous recommande de voir le film Bloody Sunday de Paul Greengrass, qui a aussi donné une chanson au groupe U2, sur la répression par l'armée anglaise d'une marche pacifique réclamant l'égalité des droits entre catholiques et protestants, faisant 13 morts quand les soldats britanniques ont décidé d'ouvrir le feu sur les manifestants. Nous sommes en 1972. Pendant 30 ans, les groupes armés se colleront des taquets. IRA, d'un côté... RUC pour Royal Ulster Constabulary, l'armée anglaise, la police. Pour avoir une idée, je vous invite à voir le film 71 de Yann Demange. Que se passe-t-il quand un jeune troufion anglais se retrouve seul et de nuit dans le Belfast catholique? Que risque-t-il? Je vous le demande. Je t'avais dit que je serais très culturel. Était-ce une guerre, un conflit ethnique, une guerre civile, une insurrection? La question est toujours ouverte et si la période est relativement apaisée, la braise est encore chaude. Les différents gouvernements anglais n'ont pas eu d'autres meilleures idées, ici comme ailleurs, d'importer de la main-d'œuvre étrangère en nombre et sans considération sur les conditions d'accueil et les possibilités d'intégrer vite et bien des populations anthropologiquement différentes. Après tout, après 8 siècles d'occupation, l'Irlande n'a toujours pas réussi à accepter la présence anglaise. On aurait pu se douter que les Roumains, les Polonais et autres allogènes aux origines diverses n'allaient pas importer leurs coutumes sans que cela pose problème. À moins de viser le but complètement loufoque de forcer les belligérants d'hier à s'unir pour contrer la nouvelle invasion. Il y a 2 ans, c'est pourtant ce qu'il s'est passé, protestants et catholiques défilaient côte à côte contre l'immigration. Qu'à cela ne tienne, on ne va pas les écouter, ce sont des fachos, ils ont qu'à se battre entre eux. Mais il y a quelques jours, voilà que 2 jeunes gens, des Roumains, se sont dit que violer une jeune femme de 14 ans était une bonne idée, c'est culturel on vous dit. Et depuis, que se passe-t-il? Les Irlandais déclenchent une chasse à l'homme en mettant le feu à tout ce qui ressemble à un foyer d'accueil pour mineurs isolés. Les journaux parlent d'émeutes à caractère raciste. Donc il n'y a pas que la France qui est raciste, l'Irlande du Nord aussi. C'est donc ça le racisme. Quand un clan débarque chez toi, viole tes filles et ton épouse, tu as 2 solutions. La première, la bonne, c'est de participer à une marche blanche et d'attendre que la justice fasse son travail. Rappelons que l'Irlande du Nord, c'est l'Angleterre, et vu la manière dont les services sociaux, la police et la justice ont traité les affaires de viol collectif de Rotherham, Telford, mais aussi de Newcastle, d'Oxford, de Rochdale, de Derby ou de Bristol, on peut comprendre que les Irlandais du Nord aient choisi la seconde solution, la mauvaise, régler le problème soi-même. L'oligarchie d'une seule voix condamne fermement le retour des heures sombres et s'indigne qu'il soit encore fécond le ventre de la bête immonde. Bouh la vilaine. La bête immonde, j'ai peur. Cela ne vous rappelle pas ce qu'il s'est passé récemment en Angleterre suite à la mort de 3 fillettes ? Donc l'Irlande du Nord, un territoire où les indigènes sont armés et se battent l'un contre l'autre depuis 100 ans, ont décidé d'unir leurs forces pour aller expliquer aux clampins halogènes que non, les meufs ne sont pas en self-service ici. Un effet secondaire inattendu du vivre ensemble ou billard à 3 bandes du gouvernement anglais pour mettre fin au conflit séculaire qui déchire l'Irlande du Nord. Vraiment, quelle drôle d'idée, on n'y avait pas pensé. Mais en la matière, c'est jamais trop, pas assez. Je n'avais pas du tout entendu parler de cette histoire, mais ça m'étonne tellement pas que... Enfin, ça m'étonne pas... Si, ça a été assez étonnant qu'ils s'unissent, mais ça, par contre, ça va vraiment dans le... Effectivement, il y a eu 2 articles dans Le Monde, évidemment, c'était sur les émeutes à caractère raciste qui secouent la ville de... Voilà. Oui, voilà, c'est le mot... Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est tellement énorme, mais bon, ça marche toujours, hein, c'est ça le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Irlande du Nord, les mecs, ils sont armés, quoi. Ouais, c'est pas la même... c'est pas la même ambiance, c'est pas des sages. Ça serait que le pack des pins. Des mains touchent pas à mon pote. Eh bien, écoute, moi, je vais enchaîner sur ma deuxième chronique après ce petit jingle. J'en mets un autre pour reprendre mes émotions, d'envoyer des jingles dans tous les sens. Ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. Alors moi, Louis-Marie, je vais m'interroger, je vais même poser cette question et je vais surtout tenter d'y répondre. Mélenchon est-il un salopard antisémite ? La question se pose après la déclaration du député Jérôme Guedj à la tribune du congrès du Parti Socialiste. C'était à Nancy le 14 juin dernier. Je te passe ce petit extrait en espérant que ça ne fasse pas péter les potentiomètres. Je le lance.
Fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. C'est une petite sortie qui est assez peu courante au PS, mais on peut reconnaître à Jérôme Ils ont Gage. des couilles au PS Non, maintenant. certains. On peut reconnaître à certains d'avoir une certaine ligne, et Jérôme Gage en fait partie. Donc Mélenchon, on n'a pas aimé du tout, il n'aime pas qu'on critique, ce serait étonnant. Déjà, il n'aime pas qu'on le critique, mais alors en plus, antisémite, tout c'est qu'ils ont été Il va chercher ça sérieusement. Donc il fait ce qu'il sait faire, c'est qu'il a fait un tweet, et donc il a répondu: je mets au défi Jérôme Gage et quiconque de ceux qui l'ont applaudi de trouver dans mes écrits ou discours une seule fois au cours des 40 dernières années les expressions qu'il m'attribue, et même aux journalistes qui répètent à longueur d'intervention les injures de Gage. J'imagine qu'il y a dû avoir des torrents de preuves qui se sont coulés sous le tweet. J'y viens, parce que bon, il y a une petite offensive. Il y a eu également un article d'une tribune de Tristan Banon dans Les Échos, où l'autrice relate l'impunité croissante des propos et comportements antisémites de certains, et le choix d'agir à visage découvert, sous les effets de l'actualité internationale, et un peu des portes ouvertes accordées par certains à gauche. Pour Banon, la guerre à Gaza sert de détonateur pour certains actes antisémites, le conflit servant de prétexte pour des attaques ciblées en France. Mélenchon, là aussi, est offusqué, parce qu'inévitablement, dès qu'on prononce le mot antisémite, il est le premier visage qui vient à l'esprit. Jean-Luc Mélenchon, l'antisémitisme, c'est pourtant une longue histoire de circonvolution lexicale autour d'une même ligne. Alors quand je dis donc, c'est faux, parce que ça se réduit surtout aux 13 dernières années. Avant, la religion, la confession des uns et des autres était pour lui un hors-sujet des questions sociétales et politiques. Je rappelle que c'est un gros laïcard à la base, mais ça, c'était avant qu'il ne soit régulièrement candidat à la présidentielle. Depuis, c'est un autre discours. Alors ça a commencé tout doux, avec la critique de la finance internationale, entre guillemets, dans le sillage de François Hollande, sur son blog en mars 2013, parlant de Pierre Moscovici, ministre des Finances à l'époque et donc d'origine juive. Alors il disait: je ne sais pas s'il est juif et je ne compte pas m'en préoccuper, mais il pense dans la langue de la finance internationale. Et plus tard, pendant un discours d'été, même année, il déclare: non, l'ennemi c'est pas le musulman, c'est le financier. Donc voilà, donc tu recolles les deux, ça fait juif égale finance, finance égale ennemi, ennemi égale juif. Dans la même phrase, effectivement, c'est très troublant. C'est le classico, c'est voilà la petite, on le dit pas, mais on le dit quand même en plusieurs morceaux. Donc, Mélenchon parle aussi de peuple déicide en juillet 2020 sur BFM TV, reprenant ainsi le stéréotype très ancien de l'antisémitisme. Je cite, ouvrez les guillemets: je ne sais pas si Jésus était sur la croix, mais je sais que, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes qui l'y ont mis. Fermez les guillemets, point. Cette mouvance raciale et religieuse montait depuis plusieurs années au sein de la France insoumise, et c'est ce qui a d'ailleurs poussé un certain nombre de gens à prendre leur distance. Disons que ce n'était pas encore très lisible du grand public au milieu des années 2010. Mais un fait a tout changé, enfin tout accéléré. Les attaques du 7 octobre 2023 en Israël ont été une sorte d'épiphanie pour Mélenchon et ses amis. À partir de là, Méluche, il est passé en mode Fast and Furious. Dans la dépêche du Midi, en octobre 2023, Mélenchon accuse Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale d'origine juive, de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. Depuis, Mélenchon a des réserves à condamner le Hamas, il refuse de considérer des auteurs des attaques du 7 octobre comme des terroristes et parle même de résistance à leur sujet. Méluche ne reconnaît pas non plus les attaques du 7 octobre 2023 comme le plus important massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est une réalité factuelle. Mais la réalité à gauche, c'est déjà du fascisme. D'ailleurs, Mélenchon, l'homme qui voit des méchants fascistes partout, déclare en juin 2024 sur son blog que l'antisémitisme est résiduel en France. Rappel, tu es de LFI si tu penses que l'antisémitisme est résiduel et la laïcité islamophobe. Le même Mélenchon a, à plusieurs reprises, insinué que le CRIF gouvernait la France en sous-main, et cette année 2025, là, on a eu par exemple Mélenchon qui a réfuté les accusations d'antisémitisme au sujet de l'affiche LFI caricaturant Cyril Hanouna dans les codes visuels de la propagande nazie, du juif sus, en déclarant que c'était là un accident de graphiste qui avait eu recours à l'intelligence artificielle d'Elon Musk, bien sûr. C'est con, il aurait dû quand même demander à Johan Chapoutot, par exemple, un spécialiste de la montée de l'antisémitisme grâce à la propagande nazie dans l'Allemagne des années 30. Je pense que Johan aurait gentiment dit: tu fais de la grosse merde de facho là, Jean-Luc. Mais ce fidèle compagnon de la gauche insoumise devait probablement avoir piscine cette semaine-là. Et Mélenchon a enfin soupçonné Jérôme Gage, on y revient, de s'agiter autour du piqué où le retient la laisse de ses adhésions, assignant son jugement au fait qu'il soit de confession juive. Le même Jérôme Gage qui, au printemps 2025, sera expulsé au cri de « Dégage, sioniste !» d'une manifestation contre Louis-Marie, je te le demande, contre le fascisme, le racisme et l'intolérance, organisée par LFI. Et la bienveillance. Voilà, on vous le répète, Mélenchon est au mieux un fou dangereux qui joue avec le feu, au pire, et c'est mon option, quelqu'un de très intelligent et cultivé, qui sait très bien ce qu'il fait, comment s'y prendre pour manipuler, qui et dans quel but. Ce qui en fait donc un cynique éclairé, donc un salopard.
Bref, nos salutations, bien qu'il reste Sogdem, à Jérôme Gage, qui a au moins posé les mots justes et qui est un des rares OPS à avoir une ligne et à s'y tenir. Bon, je reprocherais juste à Jérôme Gage d'avoir parlé d'héritage socialiste en citant Mitterrand. Mitterrand n'a jamais été socialiste. Oui, bon, écoute, j'ai laissé toutes les réserves. J'oublie pas ce qu'il a dit au moment des vaccins. Je n'oublie rien. Mais dans ce cas précis, parce qu'il a quand même tout le monde contre lui là. Je veux dire, bon, c'est tout en sachant qu'in fine, il va encore se ranger aux prochaines élections électorales et faire alliance avec LFI, c'est une évidence. Voilà, il fallait quand même le dire. Voilà. Tiens, tu parles de vaccins et ça me fait rebondir. Voilà, l'État annonce un plan de financement de 500 millions d'euros pour soutenir la filière musicale française. Ah, j'ai vu. Tu as vu ? Alors, la filière musicale française, on n'oublie pas, ce sont les gens qui, quand on a décidé de suspendre les soignants qui refusaient d'être vaccinés, les pompiers qui refusaient d'être vaccinés, ce sont les gens qui ont vaillamment, courageusement fermé leur grande gueule, les artistes. Donc c'est cette subvention, la subversion, qui consiste à donner de l'argent au bouffon du roi. Ça montre que musiciens, rebelles, artistes, intermittents du spectacle sont objectivement du côté du pouvoir. Et avant cela, il y avait les Gilets jaunes, qui parmi tous les donneurs de leçons sous subvention a pris fait et cause pour les Gilets jaunes. Tant que le Gilet jaune n'était pas... on va pas se lancer sur les Gilets jaunes, il faudrait faire une émission spéciale. Il faudra qu'on fasse une spéciale Gilets jaunes, mais rappelle-toi, la première fois, on les a qualifiés d'antisémites ou de xénophobes. On les a qualifiés d'antisémites quand on a commencé à comprendre que c'était un mouvement qui pouvait faire bouger les choses. Et quand, voilà, il y a eu 2 étapes, mais au départ, la gauche a été très réfractaire, même le monde syndicaliste en général, le monde de la contestation a été très très réfractaire avec ce mouvement des Gilets jaunes. Je parle au début de l'été, là, c'était donc en 2018, il me semble. 2018, en novembre. Donc ça a commencé au cœur de l'été 2018, et honnêtement, jusqu'au octobre-novembre, la gauche leur a cassé du sucre sur le dos. Oui. François Berléand, on s'en souvient. Et ça a été, à partir du moment où ça a été récupéré par la gauche, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à avoir des drapeaux de la Palestine dans les trucs des Gilets jaunes, entre moments, puis là ça s'est divisé en plein de camps, machin, à partir de ce moment-là, ça en était fini. À partir du moment où la gauche s'en est mêlée, le mouvement est mort en fait. Mais bon, ça a été beaucoup plus tard, ça a été bien après. Comme le chantait Renaud est mort, il a été récupéré. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. Mon cher Seb, au vu de ton âge vénérable, de tes cheveux blancs clairsemés, de tes abdos Cronenbourg que tu tentes vainement de masquer quand tu croises une jolie femme, quand nous sortons tous les deux dans la rue, j'en déduis que tu ne portes sur ta peau immaculée de quinquagénaire aucun tatouage. Non, j'ai pas ce travers-là encore. Que jamais tu n'as succombé aux délices de l'aiguille dessinant sur ton buste d'albâtre un aigle aux ailes déployées, un dragon crachant sa houppe chauffante et sur ton avant-bras un petit prince sautant à la corde près d'une falaise. Malheureusement, non. Car nous sommes d'une époque où l'idée d'inscrire ses états d'âme sur son biceps était réservée aux tolards et aux bas peuples. Puis la bourgeoisie y a vu une expression artistique lui permettant d'afficher sa supériorité, un moyen simple d'insérer l'affirmation de son individualité dans ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences. Je suis tatoué, tu veux voir ? Ah ouais, vas-y, montre-moi le mari. Regarde, tu vois, j'ai fait un petit prince qui joue à la corde à sauter près de la falaise. On a alors vu se multiplier les salons de tatouage à tel point que même au fin fond de la Sarthe, dans un bled de 1000 Pékin, il y en a un entre les rillettes bio et le concessionnaire de tracteurs. Dans la France soviétisée est apparu un marché libre et non faussé. Gloire à Dieu et à la main invisible de Saint Adam Smith. Tout allait bien pendant quelques années, mais... Le tatouage est une marchandise particulière, s'il en est, il ne s'abîme pas, il ne disparaît pas, il n'est pas atteint d'obsolescence. On ne peut pas mettre à jour l'encre marine tatouée sur le bras en version « à toi pour la vie » dès que l'on rencontre une autre femme. Alors que la moindre cafetière tombe en rade après 3 ristrettos, que le premier homme politique venu a des propositions qui ne valent déjà plus rien sitôt qu'il termine de les annoncer, le tatouage ne disparaît jamais. Il ne lève jamais l'encre. Elle est bonne celle-là, elle n'est pas de moi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est bonne. En cette saison, on peut voir dans les rues des jeunes gens les jambes et les bras couverts de bleu et de rouge. C'est à peine s'il reste de la place pour inscrire son 06.
Et après le piercing des seins et le tatouage du gland, que reste-t-il ? On a tous vu cet instituteur tatoué jusqu'aux paupières. 15 millions de Français étant tatoués, 1 sur 5, il se passe ce qu'il devait se passer. Après être arrivé à saturation, le marché se contracte, faute d'avoir réussi à s'étendre aux générations plus anciennes. Les tatoueurs tendent donc la main. Vite, une reconnaissance, une taxe, un numerus clausus, comme les notaires, les médecins, les taxis, une exception culturelle, le statut d'intermittent, une subvention, un numéro vert, un chèque. Je t'invite, mon cher Seb, à lire le livre de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, dans lequel le philosophe montre que le marché a besoin de l'État, qu'en soi, il ne peut se maintenir sans son aide. Alors, vite, oui, une loi pour sauver nos salons de tatouage et nos territoires. Mais j'ai des doutes. Le tatouage, c'est jamais trop pas assez et à trop en vouloir. Lénine disait « moins mais mieux ». L'absence de tatouage est le plus beau des tatouages et après tout, on ne met pas d'autocollant sur une Ferrari. Enfin, moi, j'ai rien contre ou quoi. Enfin, artistiquement parlant, je pense qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi. Enfin, il y a très peu de tatouages qui m'ont renversé par leur beauté graphique. Ça arrive, mais c'est souvent des trucs très travaillés. Très cher. Je ne sais pas si je connais pas du tout le marché, mais bon, je me souviens d'une arrêtée allemande que j'avais connue au bord de la mer et qui avait vraiment un très très beau tatouage dans le dos, mais vraiment superbe, un truc assez grand et tout. Là, ouais, bon, là c'est juste beau, quoi, tatouage ou pas. Moi, je m'interroge sur ce côté de vie. Alors, ceci explique peut-être cela, sur la conformité de nos vies qui sont assez génériques et ce besoin de différence à travers l'expression de son corps. Moi, je m'interroge, par exemple, pourquoi. Je m'étais toujours interrogé par rapport aux voitures, par exemple, avant que le tatouage soit vraiment à la mode, pourquoi les voitures sont toutes pareilles ? Pourquoi en fait on ne peint pas chacun des voitures, qu'on fait des décorations, Elles sont grises, blanches ou noires. Ouais, voilà. Bon, il y a eu des époques où elles étaient d'autres couleurs, mais en fait moi je trouve ça assez hallucinant que tout soit uniforme, et j'arrive pas à expliquer pourquoi les voitures sont uniformes et les corps sont si différents en fait par ce tatouage. Et en même temps ils sont tous différents, mais en fait tous pareils quelque part. Je pense qu'un trentenaire parisien bac plus 5 dans une start-up qui a aucun tatouage est le vrai rebelle. Eh ben écoute, merci pour ta chronique, Louis-Marie. Moi je vais m'interroger sur j'ai le temps de lancer un nouveau jingle et je vais m'interroger sur cette grande question. Le temps de rater ton lancement d'un nouveau jingle. Je vais tenter de le rater. Thème ce soir. Je vais tenter de le rater. Attends, t'es prêt ? Je tente de le rater là. Tente de le rater. Eh ben, c'est une réussite. Ah merde. Alors... C'est quand on rate qu'on réussit. C'est beau la France, c'est ça. Et là je comprends pas mon ratage. Pourtant choose France, merde. Alors je tente de le re-rater une seconde fois. Elle passe dans les pompes à essence, la paye. On n'amène pas des saucisses quand on va à Francfort. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné. Eh bien, Louis-Marie, je vais m'intéresser à cette grande question de société. Les Français sont-ils tous des méchants racistes ? Enfin, c'est pas une question d'ailleurs, c'est un ordre. La réponse est oui. Oui, nous sommes tous des gros racistes. Il y a certains humains qui voient d'autres humains quand ils rencontrent des gens, et puis il y a certains humains qui ne voient que des races. À l'heure où nos frontières sont grandes ouvertes pour le plus grand bonheur du capitalisme débridé, où nos politiques locaux ont décidé de surtout ne rien faire pour enrayer cette lame de fond, tout ce petit monde, les politiques, le capitalisme débridé, les antiracistes s'unissent pour stigmatiser les Français déclassés, violentés, tués pour certains, et les traiter de racistes. Racistes. Depuis 30 ans, émettre quelques réserves que ce soit sur ce que certains appellent qui une invasion migratoire, qui un grand remplacement, qui une concurrence déloyale, qui un déséquilibre civilisationnel, vous expose à être pointé du doigt par le cercle humaniste de la raison morale supérieure. Cercle de plus en plus réduit, certes, mais toujours très très bien structuré. Se plaindre de l'immigration incontrôlée, c'est au choix être d'extrême droite, fasciste ou raciste, ou les trois. Un progrès toutefois, on nous épargne quand même le « il ne vaut mieux pas en parler » parce que ça fait le jeu du RN. C'est sûr qu'à 500 000 nouveaux arrivants par an, on ne peut plus ne pas en parler, ça se voit partout. Des gens qui arrivent dans notre beau pays sans qualification, sans parler de la langue, sans partager les valeurs de base, parfois même en se faisant un point d'honneur à piétiner ces valeurs, ça finit par se voir. Ça se voit partout, de la moindre photo de classe au centre-ville squatté, jusqu'au balai incessant des livreurs Uber maliens qui ravitaillent nos petits étudiants de gauche éclairés. Ça devient un enjeu politique à droite pour stigmatiser mais ne surtout rien faire, et à gauche pour capter cette clientèle. Donc à l'heure d'une recomposition du paysage politique en faveur du RN, qui pète tous les scores d'intention de vote, le cercle de la raison, aka le camp du bien, déploie ses efforts pour bien quadriller les esprits et te pointer du doigt, toi, sale français raciste. Du berceau à la maison de retraite, c'est-à-dire en gros des bancs de l'école maternelle aux émissions de Léa Salamé.
Les immigrés, c'est comme les éoliennes et les ZFE, si on n'arrive pas à vous les faire adorer de force, on va vous culpabiliser de ne pas sauter de joie à leur arrivée. Ça commence dès le plus jeune âge. Je vais te passer un petit reportage vidéo tiré d'un reportage justement du Journal de la Provence. On est à Marseille et en collaboration avec l'Éducation nationale, une association de théâtre organise un petit happening sur le Vieux-Port. C'est incroyable, le racisme c'est pitoyable. 400 enfants se sont réunis dans le but de faire entendre leur voix. 1, 2, 3, on nous doit des droits. 1, 2, 3, on nous doit des droits. Ou encore, plus de jeux, plus de joie. Les revendications sont claires et c'est ensemble par classe qu'ils ont réfléchi au message transmis. C'est un vivier d'idées, c'est ça qui est incroyable, je trouve, en France, c'est que les petits, jusqu'en CM2, ils ont peur de rien, ils veulent participer à tout, ils sont pleins d'enthousiasme, pleins d'idées, ils en font part très facilement, de manière très fluide. Alors, voilà, bon, bref, c'est une association de gauche cooptée par la municipalité pour décrocher des financements publics et histoire de lancer des projets de manipulation de mômes à base de le racisme, c'est cacaboudin. La routine du pays, ça fait 40 ans que ça dure dans le vain espoir d'acheter la paix sociale dans les classes, ça marche pas. Tout ça fait partie surtout d'une vaste opération de fond pour culpabiliser les Français, qui sont tous des méchants racistes. Ça commence donc le matin à l'école, et ça se poursuit le soir, sur France Télévisions. Sommes-nous tous racistes? Une soirée inédite présentée par Marie Drucker et Jamie Gourmaud. Vous êtes prêts pour vivre une belle expérience? Découvrez comment le racisme peut s'immiscer en nous de façon inconsciente. Nos préjugés sont capables de nous faire voir des choses qui n'existent pas. Un dispositif d'envergure avec 50 volontaires sous l'œil avisé de Lucien Jean-Baptiste. 7 juin à 21h10 sur France.tv et... Alors bon, moi j'ai pas regardé, parce que, je sais pas, moi perso, hier soir, il y avait Hit de Michael Mann sur RTL 9, il n'y a pas complet. De toute façon, t'as la réponse, tu es raciste. Oui, donc voilà, on est raciste. Bon, alors je rappelle à toutes fins utiles à France Télévisions, pour avoir un peu voyagé, que la France est, à mon sens, un des pays les moins xénophobes et racistes au monde. Je crois que j'ai pas vu de pays plus ouvert que la France, en fait. J'ai pas d'exemple. Donc je ne connais pas, en plus, de pays plus ouvertement mélangés que le nôtre aussi. Moi, je pense que si la France était raciste, suite aux différentes attaques au couteau qu'on a connues ces dernières semaines, on aurait un certain nombre de chances pour la France pendues au réverbère. Tu m'étonnes, oui. Puis j'ai envie de dire, bon, on est tellement raciste, il y a quand même le monde entier qui va venir habiter chez nous, donc ça doit être pas si intolérable que ça. Peut-être que le monde est raciste, en fait. Donc, alors, il reste sûrement quelques tarés pour croire qu'il y a des différences fondamentales entre les couleurs de peau. On est plutôt dans le registre de la connerie, en fait, de la bêtise, mais... voire de l'aigreur, effectivement. Voilà, donc je l'ai passé tout à l'heure, l'exemple dans le métro. Ça va m'amener à tenter de définir, en fait, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que veut dire ce mot. Je vais aller regarder dans le Larousse, donc racisme, donc je cite, idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races, comportement inspiré par cette idéologie. Attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, exemple racisme anti-jeune. Très intéressant. Le racisme, ce serait donc de dénoncer le fait d'établir une hiérarchie entre groupes humains. Mais dis donc, Louis-Marie, établir des hiérarchies entre groupes selon leurs croyances ou leur couleur de peau, n'est-ce pas le cœur de l'action de gauche depuis une trentaine d'années ? Oui, d'accord. Donc, tu dis que la gauche est raciste ? Attends. Moi, à mon avis, c'est que le racisme est surtout un concept auto-alimenté par ceux qui s'en estiment affranchis. Moi, perso, j'ai toujours eu du mal à employer le mot racisme parce que pour moi, c'est un vocable à angle mort. Il définit plus la posture de celui qui utilise le mot que celui qui en est accusé. Pour moi, comme il n'y a qu'une race humaine, le racisme est même sémantiquement inconcevable, ou en tous les cas très réducteur. Ce que je reconnais en revanche, c'est les travers du genre humain sur l'ensemble du globe à créer des groupes, la proportion naturelle instinctive de l'humain à craindre les ethnies étrangères à son cercle, sa peur de la nouveauté, ses processus de discrimination redondants d'un continent à l'autre, d'une époque à l'autre. Je reconnais aussi, et je m'inclus dedans, la propension à mal vivre des incompatibilités de culture trop fondamentalement opposées dans leurs pratiques ou dans le cadre de notre République. Mais tout cela est battu en brèche par la gauche humaniste. Non, observer et critiquer, c'est du racisme. Ça commence là, et ça s'arrête là. Et c'est comme ça depuis 4 décennies. Et ça marche auprès des Français. À chaque échéance électorale, ils sont pointés du doigt pour avoir mal voté. Alors je parle bien sûr du vote RN. Le vote Chirac ou Macron devenant miraculeusement en un éphémère tour de magie le vote de la liberté contre tous les racismes. Moi-même, je me fais traiter de raciste sur mon compte Facebook par des gens qui lancent ce mot par réflexe moteur désormais, en n'ayant, comme pour d'autres mots comme génocide, dictature ou fascisme, plus aucune idée, sinon n'en jamais une, de ce qu'il signifie vraiment. Au passage, je n'ai jamais, par mes actes ou mes écrits, exprimé une opinion basée sur purement des critères de couleur de peau, sauf pour reprendre la propagande woke quand elle s'applique, elle sans vergogne, à la couleur de peau blanche. D'ailleurs, qui a créé et utilise à gogo l'expression « racisé » ? Qui considère que la peau blanche est un privilège et qu'il n'est pas raciste de dire cela ?
Demande-toi d'ailleurs si ces gens qui agitent les accusations à ton endroit, racistes, fascistes, ont-ils des amis aussi diversifiés qu'ils le disent? Se mélangent-ils tant que cela? Leurs enfants vont-ils dans les établissements dont ils exigent qu'ils soient plus mixtes? On ne sait pas ça. C'est qu'à gauche, les processus de discrimination sont beaucoup plus subtils. Ils fonctionnent par cooptation, par carte scolaire contournée, par corruption sophistiquée peu accessible au commun des mortels racisés. On pointera également l'endogamie du cœur électoral de gauche, le milieu enseignant. C'est presque caricatural tant elle dépasse de loin tous les autres cercles professionnels de ce pays. Parfois même, ces humanistes revendiqués n'identifient même pas ces processus discriminants. Par exemple, il est tout à fait de bon ton de dire « j'aime la randonnée, les chansons de Bertrand Belin et voir les films en VO », alors que dire « je préfère rester entre blancs » te fait passer tout de suite pour un sale raciste. Tu saisis la nuance, Louis-Marie. Eux, ce ne sont pas des racistes, les Français, oui. Parce qu'ils n'aiment pas la randonnée? Complique pas. Je peux même affirmer que les problèmes liés à l'immigration que nous connaissons sont attachés à la vision qu'a la gauche de l'immigration. Myriam la gauchiste préfère fondamentalement de l'immigré bas de gamme. Elle préférera toujours que son sushi bio soit livré en vélo à domicile par Oussama l'illettré que de voir son poste d'enseignant à l'université mis en péril par un professeur de New Delhi bien plus diplômé qu'elle. De plus, avec Oussama, elle pourra exercer en toute légitimité son passe-temps favori, lui apprendre les bonnes manières et avoir la jouissance morale d'exercer sa supériorité intellectuelle de personne de gauche. Et pour conclure ce petit passage, les étrangers sont nos amis qui ont tous les droits et les Français sont des méchants racistes, on retrouve en fin de chaîne alimentaire les associations pro-migrants subventionnées. Les assos qui, avec votre pognon, bourrent la tête de certitude aux palanquets de sans-papiers qui débarquent dans notre pays. Une fois de plus, je te passe ce petit extrait et tu feras peut-être la connexion entre ce qu'on a entendu de la part des enfants et ce qu'ils vont dire. Parce qu'eux-mêmes qui vont arrêter l'immigration, c'est les immigrés aussi. Vous ne pensez pas que ça a rapport avec le fait que, justement, les immigrants qui rentrent ont accès à tous les services, qui fait un fardeau fiscal à la population? Voilà, bon, là, maintenant, on rentre dans le politique du fin fond. Je vous explique le fin fond, c'est quoi? Qui a ramené la guerre en Afrique? C'est les Français. Pourquoi? Pour aller voler nos biens. Nous, maintenant, on est venus ici pour venir récupérer nos biens. Voilà, donc tu ne peux pas nous chasser comme ça. Donc, vous pensez que vous avez un droit acquis? Bien sûr, on a un droit acquis. Parce qu'ici, on est dans le pays des droits de l'homme. C'est exactement ce que disaient les enfants. C'est nos droits, voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est nos droits. Voilà. Là, je précise que c'est un média québécois, mais ça se passe sur le parvis de la mairie du 11e en ce moment, qui est de nouveau, c'est un nouveau spot d'occupation de sans-papiers. C'est d'ailleurs pas là le théâtre La Gaîté Lyrique, c'est dans le 11e aussi, non? C'est pas loin, mais c'est pas loin, ouais, ils ont déménagé un petit peu. Là, c'est le parvis de la mairie du 11e, je vois très bien où c'est en face du Tati. C'est fait pour ça. Il a quasiment été conçu pour qu'il y ait un squat de migrants. Donc tu vois, Louis-Marie, comme tout ceci est inextricablement lié. D'un côté, l'État ne fait rien pour stopper le flux, de l'autre, on te stigmatise, toi, pour pas que tu te plaignes de te faire envahir par des gens qui n'ont pas la même culture, mais au-delà, qui estiment que tu leur dois absolument tout. Alors, je le rappelle, pour nous, je pense que je parle pour toi aussi, la couleur de peau ou le pays d'origine n'est pas la question, pas plus que la spiritualité tant qu'elle reste intime et n'est pas imposée aux autres. Ce qui importe en revanche, c'est la compatibilité ou non des cultures sur un même territoire. Ce territoire, donc le nôtre, a une histoire, des héritiers, des codes. Il n'a pas à être conquis ou meurtri par qui que ce soit. Vos accusations de racisme à tout bout de champ, à l'expression de la moindre marque, n'ont plus prise. Si vous n'aimez pas les Français, quittez la France et cessez d'exiger des Français qu'ils changent. De toute façon, je pense qu'un pays qui n'a pas de frontières, c'est un terrain vague. Je rebondis sur ta chronique, ça me rappelle, c'est une anecdote, c'était il y a une petite dizaine d'années. Alors que Hénin-Beaumont n'était pas encore une mairie tombée dans l'escarcelle du Rassemblement national et que allait se présenter Steve Briouat. Il y avait donc un jeune talentueux militant d'extrême gauche qui avait écrit un livre donc c'était le Front National à l'époque et qu'il avait intitulé Front National des champs, Front National des villes. Et il documentait quasiment en temps réel justement la montée du Front National à Hénin-Beaumont qui se situe dans le nord, le nord de la France, une région riche. Et il était invité sur France Culture et la journaliste lui demandait donc de parler un peu. Alors il expliquait le Nord, la région qui était jadis aux mains du PS, lequel PS était servi dans la caisse et donc avait été éjecté, le travail, plus d'industrie dans le Nord, du chômage, pas grand-chose, bref une région complètement à l'abandon et un vote du Front National qui augmente jusqu'à ce que Hénin-Beaumont devienne alors c'était pas la première mais l'une des premières villes aux mains du Rassemblement national. Et alors, il expliquait qu'est-ce qui se passe à Hénin-Beaumont. Il n'y a pas de boulot et les gens sont comme ça, laissés à eux-mêmes. Et le seul endroit où ils sont accueillis, c'est le local du Rassemblement national. Et la journaliste avait du mal à entendre tout ça. Alors, il fallait qu'elle revienne sur des choses qu'elle maîtrisait, et disant « Mais oui, mais le racisme !» précisément.
Et le gars, donc je rappelle, d'extrême gauche, dit mais les Arabes aussi, ils n'ont pas de boulot à Hénin-Beaumont. Ils sont dans le local du Rassemblement national avec les Blancs. On a assisté vraiment à une OPA sur un mot et sur une sorte de concept qui en plus ils l'ont vidé de sens, parce que ils s'en exonèrent du racisme. C'est comme disait Marx, la baisse tendancielle du taux de profit. Donc plus on s'en sert du mot racisme et du mot fascisme, et moins il vaut. Comme je t'expliquais, ce sont des comportements humains de peur, de peur de l'étranger, voire de survie aussi. Voilà, qui sont équitablement répartis à travers les époques et les continents. Je veux dire, et je trouve qu'en France, où par rapport à tout ce que j'ai vu, honnêtement, comme je l'ai dit en début de chronique, c'est le pays. J'avais lu il y a quelques années, la statistique a dû un peu bouger, mais pas énormément. Sais-tu combien il y a de Chinois naturalisés en Chine d'origine étrangère, c'est-à-dire des non-chinois qui obtiennent la nationalité chinoise? Ça va être 0,0001%. On était, à l'époque, c'était de l'ordre de 2000. Ouais, pour un pays d'1,5 milliard d'habitants. Oui, voilà, il y a 2000. Les Chinois, c'est droit du sol, droit du sang. Voilà, les deux en même temps. Alors évidemment, ils sont racistes. En France, ils ont réussi un truc malin, c'est que tu peux même pas sortir des chiffres, parce qu'ils ont cassé le thermomètre. T'as pas le droit de faire de stats. Mais par contre, signalons le compte Twitter de Marc Vanguard, qui lui fait des analyses. Alors il y a quand même un moyen de récupérer le thermomètre, c'est d'aller voir nos voisins qui eux n'ont pas cassé le thermomètre, et de voir qu'effectivement il y a une surreprésentation d'un certain nombre d'ethnies, de pays, d'originaires de pays, en fonction des types de crimes. Et on est un peu sur le thème de cette émission, mais puisque les affaires de Rotherham, Telford et autres, qui, je le rappelle, les grooming gangs sont des gangs majoritairement de Pakistanais qui ont torturé, violé, prostitué, tué des petites blanches. Ben oui. Voilà. Et les services sociaux au courant ne sont pas intervenus au motif qu'ils craignaient d'être accusés de racisme. De toute façon, l'Angleterre a été moi j'ai habité là-bas il y a une vingtaine d'années, c'était le labo, tu sentais très clairement que ça allait tourner comme ça. Tout était mis sous couvert, puis ça fonctionnait en fait. Comment ils jouaient sur un côté disparité, immigration, on attire le monde entier, on a un modèle économique. J'étais dedans d'ailleurs, moi j'ai immigré en Angleterre. Oui, il y avait beaucoup de Français à Londres. En fait, voilà, les disparités religieuses n'étaient pas, c'était pas un souci. On travaillait tous, on faisait des, c'est comme aux États-Unis, le dollar est plus fort. Mais je me dis, le jour où ça va ralentir ou machin, ça va poser des problèmes. Puis surtout, ça va poser des problèmes démographiques à un moment parce que c'était vraiment des quantités assez industrielles. Voilà, on y est. Et ce qui me fait flipper maintenant, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'interroge beaucoup sur ces questions, c'est que moi, l'Angleterre de 2005, quand j'y étais et que je voyais ça monter et que je savais que ça allait exploser, en gros, l'Angleterre de 2005, c'est la France, pour moi, de 2025. C'est-à-dire que là, on a récupéré les 20 ans de... on est au stade où était l'Angleterre en 2005. Et tant qu'il y a une richesse à partager, tant qu'il y a du travail, et tant qu'on a des raisons de venir qui est de gagner sa vie, de renvoyer l'argent, ça peut éventuellement tenir. Là, effectivement, nous, on n'a plus ça. Et alors, tu vois, dans l'affaire de Douarnenez que je relatais tout à l'heure, un certain nombre de commentaires disaient oui, mais ils viennent faire le travail dans les industries. Alors, l'industrie agroalimentaire en Bretagne, ils viennent faire le travail que les Français ne font plus. Non, c'est pas vrai. Les Français le font. Je renvoie à la lecture de ce livre magnifique de Pontus, À la ligne. Les Français travaillent dans l'agroalimentaire en Bretagne. C'est tout. Et c'est un travail de merde. Donc voilà, c'était ma petite chronique, seconde chronique du jour. On a un peu une thématique aujourd'hui. Alors, écoutez, nous allons progressivement nous orienter vers la fin de cette émission avec notre dernière partie, une chronique culture, et que je vais te laisser introduire après ce magnifique jingle que je vais lancer immédiatement, et cette fois, il n'y aura pas de raté. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout, au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. Ouais, t'as vu un peu, parce que là maintenant je les lance carrément les yeux fermés. Je regarde même plus le clavier. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait je m'aperçois que j'ai rien prévu pour la chronique culture. Oh, toi oui? Oui, moi j'ai prévu. Voilà, écoute, tu me rassures. Ouais, je vais voir si j'ai prévu quelque chose quand même, mais. Mais alors si en même temps tu sabotes l'émission toi-même, là, ça, je sais plus où on va. Là. Entre les incompatibilités de format, les coups de téléphone inopinés, les pannes de batterie, et désormais, tu ajoutes. J'ajoute une impréparation chronique. Voilà, ça sent l'été, je te le dis. Ouais. Alors écoute, heureusement moi j'ai préparé quelque chose. Voilà. Je voulais revenir un peu, j'en avais parlé dans la première émission, je voulais revenir un peu sur la carrière du cinéaste Yves Boisset, qui nous a quittés il y a 2 mois.
Voilà. Alors Yves Boisset, bon, pour ceux qui ne voient pas, c'est un réalisateur français, donc on parle surtout des années 70-80, même s'il il a tourné, mais plus pour la télé dans les années 90. Et c'est un cinéaste assez unique dans le paysage français. Il y en a deux comme lui. Il y a Yves Boisset, il y a Jean-Pierre Mocky. Pourquoi ils se ressemblent ? C'est qu'ils ont tous les deux, se sont tous les deux attaqués à des sujets, généralement, on va dire, soit des sujets polémiques, soit des sujets tabous, soit des impensés de la société française. Mais la différence entre Mocky et Boisset, alors ils ont un autre point commun, c'est qu'ils ont tous les deux commencé comme acteurs. C'est tous les deux des beaux gosses au départ. C'est leur point commun. Ils viennent à peu près de la même époque. Et Boisset, par contre, lui, plus inspiré par le cinéma américain. Donc, il a commencé par les films un peu d'action, de genre en tout cas. Et il est aussi bien meilleur réalisateur que Mocky. Il faut dire ce qui est. Il sait raconter une histoire, il sait filmer, il a le sens du cadre. Enfin, c'est vraiment un vrai cinéaste. Et Boisset a toujours fait un cinéma populaire, d'action, de qualité. Mais il est passé progressivement du film d'action au film politique. Et au film social même. Alors, c'est ce qui le rapproche de Mocky, donc, mais c'est ce qui... Autant on a parlé beaucoup de Mocky, parce que c'était un amuseur, tu vois, il faisait rire, on pouvait se moquer de lui, on se moquait de Mocky. Voilà, il a rajouté, c'est un bon client par rapport à ça, on se moquait de Mocky. Autant Boisset, il abordait des sujets, et il est loin d'être un plaisantin, il a abordé des sujets un peu plus sensibles, et lui, il a eu concrètement de gros problèmes avec la censure, il y a eu des gros coups de pression, qui a amené que même à la fin de sa carrière, même le dernier tiers de sa carrière, genre toutes les années 90 et même 2000, en fait, il n'a plus tourné au cinéma, en fait. Du tout. Il n'a plus fait de film. Il a fait des séries pour la télé, il a fait des choses à gauche à droite, mais enfin pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Parce qu'en fait, c'est l'équivalent français d'Oliver Stone, en fait, Yves Boisset, par rapport au sujet qu'il a abordé. Et il avait notamment un dernier gros film qu'il devait faire avec Belmondo, que Belmondo devait produire, c'est avec Belmondo et James Coburn, qui était sur la France-Afrique, sur le financement des armes et des magouilles. Et en fait, Belmondo s'est retiré du projet. Donc on parle des années 80. Belmondo, c'est quand il fait Le Professionnel. D'ailleurs, Le Professionnel parle un peu de ça. Et c'est surtout ce qui est étonnant, c'est qu'il a été, on parlait de blacklisté, de shadowbanné. S'il y a un cinéaste qui a été shadowbanné, c'est Yves Boisset, parce qu'il est quand même passé, c'était un cinéaste qui était très populaire dans les années 70, et il a disparu de la circulation. Alors, notons juste, je le découvre, parce que moi, on en avait parlé la fois dernière, qu'il est mort quand même il y a... 2 mois. 2 mois, oui, il vient de mourir. Voilà. Il vient de mourir, il y a eu très très peu d'images. Mais c'est fabuleux, parce que même sur ça... Il est mort le 31 mars 2025. Même à la Cinémathèque, ils n'ont pas fait un hommage ils n'ont pas fait grand-chose. Ces films sont quasiment... La moitié de ces films, tu les trouves pas en DVD. Enfin, c'est hallucinant. On parle de films qui ont fait 5 millions d'entrées en salle. Hein. C'est pas des petits trucs. Donc, alors, moi, j'ai pas tout vu. Hein. J'ai pas tout vu parce que justement, pour ces raisons-là, tout n'est pas disponible. Donc, à mon âge, je n'ai toujours pas... Alors que c'est un cinéaste que je suis depuis 30-40 ans, je pense que j'ai pas vu l'essentiel de sa filmo. Mais je vais revenir quand même sur 5 films qu'il faut voir, que j'ai vus et qui sont, je pense, parmi ses meilleurs films. Il y en a un que j'ai pas vu qui est L'attentat sur l'affaire Ben Barka, celui-là je l'ai pas vu. Le premier c'est de RS, alors c'est un film sur la guerre d'Algérie. Donc on est quand même moins de 10 ans après l'indépendance de l'Algérie. Je pense que c'est quasiment un des premiers films sur la guerre d'Algérie, et je pense que c'est un des seuls d'ailleurs, parce qu'il a dit lui-même dans sa filmo, en fait, autant les États-Unis ils ont fait, je crois, à peu près sur le Vietnam, oui. Ils ont fait 800 ou 900 films sur le Vietnam depuis la fin de la guerre. En France on est à, je crois, 14, même pas 10, et encore sur ces 14 la moitié c'est des coproductions algériennes. Je parle même pas la bataille d'Alger qui a été censurée pendant 10 ans, c'est produit par l'Algérie. Oui, c'est vrai qu'on a vis-à-vis de Alors d'abord, c'était pas une guerre, mais oui. Ouais. Et donc alors le RS, bon, c'est une sorte de proto-Platoon en fait. Hein. Je pense que Stone s'en est inspiré quand il a fait Platoon, parce que ça reprend vraiment c'est la chronique d'une guerre par des mecs qui sont là, ils savent pas trop, machin. Bon, on voit les débordements, on voit c'est assez, il y a pas vraiment, apparemment il y a pas de parti pris, il y en a un quand même. Et puis c'est aussi l'occasion de voir beaucoup d'acteurs qui débutaient, parce que c'est un casting assez incroyable. C'est quasiment leur premier film, le premier film de Villeray, de Balmer, de Jacques Weber, il y a plein d'acteurs qui vont devenir connus dans ce film. Et voilà, donc RAS, très belle chronique de guerre sur la guerre d'Algérie. Que ça c'est en 70, en 75 il a fait je crois un de ses plus gros succès qui s'appelle Dupont-la-Joie. C'est tellement devenu un succès que c'est devenu, le titre du film est devenu une expression en fait. On en avait parlé la première fois. Ouais. Et donc c'est un peu, j'ai mis un peu la quintessence de ce que peut être un film ancré dans son époque. Alors Dupont-la-Joie c'est un peu la version dark on va dire du film Camping avec Franck Dubosc. Et c'est bon, alors déjà cinématographiquement c'est vraiment un tour de force, parce que c'est presque une comédie, c'est une comédie même. En gros, pendant la première partie du film, c'est une comédie.
et ça dérape peu à peu. Ça dérape dans le drame, en fait, dans le fait divers, mais toujours avec une sorte de détachement et une cruauté sans effet apparent de mise en scène. C'est un film qui est... Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que Yves Boisset en tout cas on le définissait à l'époque comme un cinéaste de gauche. Moi je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec la droite. Au final, quand la gauche est arrivée, c'est à peu près, ça a signé la fin de la carrière de Boisset au cinéma. Donc je sais pas s'il est tant à gauche que ça quand la gauche est arrivée au pouvoir. Enfin, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, Boisset n'a quasiment plus tourné. Donc c'est compliqué, hein. Il a eu quand même beaucoup de problèmes avec le SAC, avec des organismes de droite, donc il n'est pas... Service d'action civique pour le SAC. Donc notamment avec ce film, Le juge Fayard dit le shérif, avec Patrick Devers, qui est donc 2 ans après, qui est inspiré de l'assassinat du juge Renaud. Et un film dont on a exigé que certaines scènes soient censurées. Bon, il a réussi, enfin ça c'est lui qui le raconte, il a magouillé pour que ce soit... Il a un peu dupé la censure. Mais en fait ce qu'il disait, c'est qu'il était protégé dans ses films, c'est qu'il avait quand même l'appui de grands acteurs, notamment Patrick Devers, ce qui faisait qu'on pouvait pas si on le censurait, ça se savait. C'est-à-dire que il faisait pas un film avec des amateurs, donc il essayait d'avoir des grands acteurs à chaque fois, même internationaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs américains dans ces films. Sa seule arme pour se défendre par rapport... il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque ou quoi que ce soit. 4e film dont je vais parler aujourd'hui, c'est un film que j'ai découvert récemment, enfin que j'ai redécouvert, je l'ai vu quand j'étais petit, qui s'appelle La Femme flic, avec Miu Miu, et qui est peut-être son film le plus pialesque de sa filmographie. En fait, c'est vraiment... Là, il bascule complètement dans le film social. Ça se passe dans le Nord. En fait, c'est l'histoire d'une femme flic qui est mutée parce qu'elle peut trop ouvrir sa gueule. Et elle doit s'occuper... Enfin, elle remonte une histoire de trafic pédophile dans le Nord. Je ne sais pas si ça vous avez quelque chose. Voilà. Et ça se passe quand même en 1979. Donc, on est plus de 15 ans avant Outreau. Alors c'est au passage un des films les plus noirs que j'ai vu de ma vie en termes de mise en scène, d'ambiance, de glauquitude. C'est vraiment un summum de noirceur. C'est limite du David Fincher là-dessus. Et c'est surtout... Alors déjà à l'époque, c'était pas une histoire qu'il avait inventée. C'était une histoire qui courait déjà dans le Nord d'élus de la mairie de Lille qui étaient corrompus dans un trafic pédophile. Et pareil, Rebelote, il a eu des problèmes avec ce film. On lui a fortement conseillé de ne pas le faire. Et il a eu très peu de promos et ce film vient juste de sortir en Blu-ray là. Donc on est en 2025. Hein. Et enfin, je vais vous parler d'un 5e film. Alors, c'est peut-être le plus connu. Je pense que c'est celui le plus connu et peut-être son dernier coup d'éclat massif, en tout cas au cinéma. C'est Le Prix du danger, avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli. Alors, qui est probablement le film de science-fiction français le plus abouti, hein, je pense, avec les films de Méliès. En tout cas, c'est un film d'anticipation. Il est réalisé en 83. C'est l'histoire... donc on est en 83. Je rappelle, en France, il y a 3 chaînes de télé, dont une en noir et blanc, hein, ou quelque chose comme ça. Il n'y a même pas encore Canal+. Tout est public. Et lui, il raconte l'histoire d'une télé dans le futur, hein, une télé commerciale. C'est censé se passer en 2025, d'ailleurs, je crois. Une chaîne qui s'appelle CTV et qui organise un jeu de télé, ce qu'on appellera plus tard la télé-réalité. Et donc le jeu, c'est un grand jeu de la mort, hein, inspiré des chasses du comte Zaroff. Donc c'est des candidats qui choisissent soit d'être pourchassés, soit d'être chasseurs. C'est ça qui est très fort dans son concept. Et donc c'est une poursuite à travers la ville, sous les acclamations des gens. C'est une chasse à l'homme, filmée, avec $1 million à gagner, soit pour celui qui réussit à s'en sortir, ou pour celui qui réussit à le tuer. Sauf que bien sûr, évidemment, le truc, c'est qu'il n'y a jamais de survivants. Hein, l'émission est truquée. Donc voilà, ça c'est un film, c'est une anticipation de ce que va devenir la société du spectacle. Il n'y a pas eu un remake américain? Alors, il y a eu effectivement... En tout cas, l'idée me semble être déjà réapparue. Il y a les Death Race. Il y a le Running Man de Schwarzenegger. C'est ça, je pensais à ça, voilà. Qui est inspiré d'un bouquin de Stephen King, mais Boisset a fait un procès très long, qu'il a gagné contre Hollywood. Mais c'est plus compliqué parce que le bouquin en fait, le film américain, le premier, parce qu'il va y en avoir un nouveau là, il y a un remake de Running Man qui sort là cette année. Mais ce qui était dans le film avec Schwarzenegger, ce qui était vraiment, moi, là où c'était un peu abusé, c'est que évidemment, vous avez vu le film de Boisset parce que le personnage notamment du présentateur télé, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans la VF, enfin dans le film de Boisset, c'est Piccoli, c'est je prends un de ses meilleurs rôles. Hein. C'est un salopard présentateur entre un mix entre Jacques Martin et... Il me semble que je l'ai vu, hein, ce film. Ouais. Et la version américaine décalque ce personnage, mais vraiment, de son costume à sa coupe de cheveux, enfin c'est voilà. Donc là, c'est en ça que vraiment, oui, c'est une inspiration très très forte. Même si le bouquin de Boisset comme le film Running Man sont adaptés de 2 bouquins qui sont pas les mêmes. Hein, c'est un bouquin de Sheckley pour le film de Boisset et un bouquin de Stephen King pour le Running Man. Mais c'est la même histoire. Donc voilà, donc ce film, donc Le Prix du danger vient de ressortir en
Blu-ray même chez Tamassa, et il y a des bonus super intéressants. Donc je crois qu'il y a une interview de Boissé assez récente, et il y a une interview du producteur du film, Norbert Saada, qui est super intéressant, et il a une phrase géniale. Je trouve qu'il résume, le producteur là, il résume un peu comment la cassure chez les cinéphiles en fait, qu'il y a eu un moment. Il dit à un moment, pour les générations actuelles, le cinéma commence à Star Wars, et pour nous en fait à l'inverse, c'est précisément l'année où le cinéma s'arrête. Et bon, alors c'est rigolo parce que c'est ça, bon, il est beaucoup plus âgé que nous. Moi effectivement, ma cinématographie elle commence à peu près à Star Wars, mais je considère que c'est le premier film que j'ai été voir au cinéma. Mais maintenant je sais qu'il y a un avant, hein, par contre je considère que l'après il est pas génial non plus. J'aurais un peu la même phrase que lui, mais je mettrais pas Star Wars maintenant, je sais pas, je daterais ça c'est un peu le souci je daterais ça à l'arrivée des films Marvel en gros. Ouais, un peu le souci c'est que maintenant un film est en concurrence non seulement avec tous les films qui sortent en même temps que lui, mais pas avec tous les films qui sont sortis avant lui. Mais écoute, là on en avait, je t'avais mis au défi de me rendre Boisset à Tirable. Somme toute, je crois que tu as réussi. Ça me donne très envie d'aller voir de plus près. Ah oui, non, ces 5 films-là, vous pouvez y aller sans problème. Après ça, il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres. Hein, il y a Espion, lève-toi. Ils sont moins exceptionnels. Mais oui, alors il y a ceux que j'ai pas vus. Hein, j'ai parlé de l'attentat. Je veux vraiment le voir, celui-là. C'est sur l'affaire Ben Barka, que je n'ai toujours pas vu. Voilà. Je vous conseille un podcast qui s'appelle Discordia et qui fait actuellement, en fait, d'émission en émission, ils font toute la filmographie. Ils repassent en revue toute la filmographie d'Yves Boisset. Alors c'est très poussé, hein, c'est genre 3 heures par épisode, il y en a au moins 4 ou 5, c'est en ce moment, donc le podcast Discordia. Et voilà, moi c'était un peu ma critique, je vous invite à aller voir du Yves Boisset, ça parle toujours, ça ne vieillit pas, bon ça vieillit un peu, mais les sujets sont toujours pertinents. En tous les cas, le prix du danger est un sujet qui n'a pas vieilli, peut-être le traitement. Mais écoute, mon cher Seb, je pense que là nous arrivons au bout de cette émission. Oui, j'arrive. Tu prépares, alors comme on a eu des problèmes techniques de bout en bout, on va essayer de se quitter avec un problème technique. Ouais, t'inquiète. Je vais trouver ça, un problème technique, j'ai ça en stock. Alors bon bah écoute, on est parti, je lance ce petit générique. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien écoute, Louis-Marie, c'était décousu, plein d'accidents, mais c'était fort sympathique. C'était très vivant. Mais merci Louis, merci mon cher Seb. On se retrouve, c'était le 4e épisode de C'est jamais trop pas assez. Alors oui, on va se retrouver vendredi prochain normalement. Alors en attendant, vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook ou notre page YouTube, donc Jamais trop podcast. Pareil sur Instagram. Bien sûr, vous pouvez nous écouter sur vos plateformes de streaming favorites. Et vous pouvez nous retrouver sur nos sites respectifs, donc Louis-Marie sur le site leseffrontés.fr et moi sur mon Substack, le Substack de Seb Musset. Et donc on vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets, peut-être d'autres intervenants et d'autres surprises et d'autres films et d'autres polémiques. En tous les cas, à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien. À tout à l'heure.